Bonjour, je suis Juliette Côté-Turcotte, puis aujourd'hui, je reçois Éliane Giguère-Trudeau pour notre web-série sur les municipalités. On va parler de coopératives pour aînés puis d'un projet qui est en développement en ce moment. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus en détail. Voilà, je suis responsable d'un projet qui s'appelle le Hameau des aînés. C'est un projet qui est issu d'un regroupement d'aînés de la Rive-Sud, parce qu'on est sur la Rive-Sud, on est en Montérégie. Ce projet-là est né du fait que depuis quelques années, je réfléchissais justement au fait de vieillir et l'habitation est venue principalement du fait de la pandémie. Parce que avant, comme je travaillais, puisque j'ai fait de l'international pendant 20 ans, j'étais pratiquement toujours à l'étranger, je revenais, je repartais. Et là, avec la pandémie, les voyages internationaux ont été coupés, donc, et par le fait même, ça sonnait l'heure de ma retraite. Donc, depuis le début de la pandémie, je suis à la retraite, mais comme je peux pas rester inactive, j'ai dit, bon, il y a un projet pour les aînés que je pense depuis un certain temps au niveau de l'habitation et j'ai réuni un groupe d'aînés, de personnes. Au début, on était 8 personnes de 65 ans et plus. Puis l'objectif était de réfléchir sur, compte tenu de tout ce qui se passe avec la pandémie, où on voit les gens, ce qui se passait dans les CHSLD, dans les maisons pour les aînés, et compte tenu que nous-mêmes, moi, entre autres, j'habitais un condo, puis je me voyais recluse au 8e étage, avec un petit balcon, pas d'espace, bien que mon condo était quand même très agréable. Je trouvais plus ça agréable rendu quelques mois après. Alors, j'ai dit, bon, ben là, il est temps que... Puis j'entendais aussi tout ce qui se passait, ben, comme tout le monde, dans les CHSLD, les morts qui se passaient, le manque de personnel. Les conditions Pour de les vie conditions, aussi. oui, c'est ça. J'entendais tout ça, puis là, je me suis dit, non, c'est pas vrai, ça. Moi, je veux pas finir mes jours dans ce type d'établissement. Si jamais j'en avais réellement besoin, parce que je pense que si on devient totalement dépendant, je pense qu'il faut aller dans des résidences comme ça. Mais sinon, tant et aussi longtemps qu'on peut demeurer autonome et responsable, puis des gens qui ont toujours, comme moi, travaillé toute leur vie, qui ont géré des projets, qui ont été actifs, je pense que, parce que aussi j'ai lu beaucoup de recherches sur le vieillissement et l'autonomie, ça se conserve. On peut conserver notre autonomie. On peut vivre chez nous jusqu'à la fin de nos jours, en autant qu'on est dans un milieu que l'on crée puis qui est à notre image à quelque part. Alors moi, je me suis dit, non, j'attendrai pas d'être prise en charge par d'autres. Je pense que des personnes comme nous, des aînés qui avons été actifs toute notre vie, on est en mesure de développer. Oui. Puis on considère aussi dans les CHSLD, là aussi les RPA, qui sont les résidences pour personnes âgées. C'est comme des gros bâtiments très, très denses, là, avec plusieurs habitations à l'intérieur, qui finit un peu par isoler chacun des personnes ou des groupes de personnes, chacun dans leur appartement. Puis finalement, aussi, vous m'expliquez que dans ces résidences-là, il y a également des services qui sont offerts aux personnes âgées pour leur permettre de se rappeler des choses. Mais ça, en fait, c'est que ça fait perdre l'autonomisation qu'on garde. Puis, est-ce que vous voulez m'expliquer un peu plus cette espèce de démarche-là que vous avez faite par rapport au point que, finalement, l'autonomie, ça se conserve si on la travaille. Mais si on la délègue, finalement, ça dégringole beaucoup plus vite. Tout à fait. Cette démarche-là, en fait, c'est que moins on a de responsabilités, moins on bouge, moins notre cerveau est appelé à prendre des décisions. Je compare ça peut-être à les animaux à sang-froid, comme
un animal à sang froid, tu vas mettre ça dans l'eau froide, puis tu vas augmenter l'eau, la température petit peu par petit peu. Mais comme l'animal sent pas ça, qui est bien, relativement bien, ben il se laisse aller, puis tu peux le faire bouillir, puis il va mourir, puis il aura jamais crié, tu sais. Ah, mon Dieu, Oui, je oui, il savais y a pas. des animaux comme ça, oui. Alors, chez l'être humain, c'est aussi comme ça. Si tu t'exerces jamais ton cerveau, si tu arrêtes de marcher, si tu arrêtes de penser, si tu arrêtes de prendre des responsabilités, tu perds ton autonomie. J'avais une amie psychologue qui me disait toujours, parce qu'elle est allée justement dans une résidence pour aînés, puis qui me disait toujours à ce moment-là, tu vois, ici, on nous infantilise. On n'a même pas besoin de penser à rien. Tout est là. On vient nous mettre nos petits médicaments dans nos cabarets le matin avant de déjeuner. Puis notre verre de lait est là. On n'a plus rien à penser. Mais en n'ayant plus rien à penser, on n'agit plus non plus. Puis on perd de plus en plus nos capacités, tant physiques qu'intellectuelles. Donc, il faut demeurer actif pour être en mesure de se prendre en main, de continuer notre prise en main, puisqu'on a toujours été des gens qui se sont pris en main, qui ont fait leurs choses. Chez l'adulte, chez la personne vieillissante, c'est pareil. La personne qui vieillit, en fait, perd pas son intelligence, là. La personne qui vieillit, ce qui arrive, c'est que, bon, elle va marcher un petit peu moins rapidement, parce que physiquement, bien sûr, qu'il y a des étapes qui fait que cette personne-là va perdre une certaine motricité, va avoir des habiletés fines, Mais moins... même là, en restant actif, puis en prenant soin de soi, on réussit à conserver cette motricité-là, beaucoup plus longtemps. Oui, absolument. Puis ça, c'est prouvé. Il y a plein de recherches, parce que j'ai beaucoup lu sur la question. Puis il y a plein de recherches qui le prouvent, hein. Plus tu restes actif, plus tu bouges, plus tu prends en charge, plus tu penses à tes choses, plus tu restes autonome, plus tu restes responsable. D'où l'idée, en fait, qui est venue de se dire, bon, ben, ce groupe de réflexion qu'on avait mis sur pied, là, de 8 aînés dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Ce groupe-là, on s'est penché à se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme milieu? Parce que dans les CHSLD, on dit que c'est un milieu de vie. On peut appeler ça un milieu de vie, mais c'est un milieu de vie qui est pas favorable à cette dynamique-là de Mais en fait, groupe on et se tout rappelle ça. quand même que la grande majorité des aînés sont pas en CHSLD. Non. Donc, il y en a une grande partie qui sont encore autonomes. Il y en a une grande partie il y en a une bonne partie aussi qui sont dans des RPA, des résidences pour personnes âgées. Absolument. Où c'est comme une espèce de passage vers les CHSLD habituellement quand quelqu'un commence à perdre ses capacités. Mais là, on remarque que de plus en plus, en fait, avec la pandémie, les aînés sont de plus en plus laissés à eux-mêmes. Puis, c'est cette difficulté aussi qui est psychosociale, là, cette difficulté-là à la solitude qui rend ça aussi assez difficile aussi de rester actif quand on n'a pas d'activité, quand on est plus souvent laissé à nous-mêmes. Donc, il y a tout un côté aussi par rapport à ça, là, parce que c'est pas la majorité des aînés qui sont en CHSLD. Non, ça, c'est un fait. Puis c'est pas la majorité des aînés non plus, même s'ils sont autonomes, qui vont décider à se prendre en main, parce que dans leur vie, c'est comme dans le reste de la population. Ouais. T'en as certains qui sont entrepreneurs, d'autres qui le sont pas. Vous Puis semblez très, très entrepreneur. Et on va retrouver ça parmi les aînés, comme on les retrouve dans toutes les catégories de la population, finalement. Donc, il est évident que les gens qui n'ont pas eu l'habitude de se prendre en main vont continuer à aller dans les résidences pour aînés, par exemple, ou des choses comme ça. Ou même, il faut pas trop catégoriser non plus, là, je t'apprends comme stéréotyper des choses, mais c'est pas universel, là, mais très souvent, c'est ça qu'on va retrouver. Et il y a aussi toute cette idée chez les aînés, je dirais, ceux qui ont une décennie à peu près avec moi, là, de plus, ces gens-là se sont dit, bon, ben nous, on s'en va dans des résidences pour aînés parce qu'on veut plus s'occuper de rien, on s'est occupé de tout, toute notre vie. Puis là, bon, ben on veut se faire prendre en charge, tu sais. Puis ils sont en Mais allés... on est fatigué aussi des fois à un moment donné de... Oui.
Après avoir s'occuper aussi dépendamment de la maison qui nous reste, là, mais tu sais, si on a une grosse maison qui reste, à un moment donné, ça devient aussi fatigant, là, de devoir s'occuper de tout ça, là, tu sais. Exact, tout à fait. Puis moi, je suis en accord avec ça. Moi, je pense qu'il doit y avoir différentes options d'habitation pour les différentes catégories d'individus, d'aînés. Mais on ne doit pas, actuellement, ce que je trouve, c'est qu'on pense principalement aux aînés en perte d'autonomie. Ouais. Et on a les CHSLD, puis RPA. les RPA. Mais les gens qui veulent rester actifs puis qui veulent encore s'impliquer dans leur On n'en parle communauté, pas. puis non, c'est ça. Puis on n'offre pas d'autres types d'habitation parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'habitais un condo, puis je pensais que je serais très bien dans un condo, mais ça correspond pas à mon style de vie parce que Parce que vous êtes très active, vous aimez ça vous impliquer, vous aimez ça entreprendre des choses. Exact, c'est ça. Donc, moi, je me dis, il faut qu'on puisse offrir une diversité d'habitation aux aînés. Puis, quand je dis qu'on puisse offrir, c'est pas, je pense pas qu'on pense à ce moment, mais en tout cas, moi, dans mon esprit, quand je fais la promotion de cette diversité-là, c'est essayer de voir ce qu'il peut y avoir comme différentes offres alternatives à l'offre d'habitation. Ouais. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je veux pas que les autres me prennent en charge. Je veux être actif dans cette démarche-là, être active, puis je veux pas par exemple, qu'on me dise, bon oui, mais là, tu vas encore demander au gouvernement ou à la société de te donner, par exemple, une résidence. C'est pas ça qu'on demande. En tout cas, moi, dans le projet, si je vous explique un peu notre projet, le hameau des aînés, ce sont des aînés qui décident de se créer un petit îlot de vie. Parce que généralement, on s'est basé, en tout cas, le développement de ce projet-là a été basé sur ce qu'on appelle le senior co-housing, qui sont des habitations pour les aînés conçues et développées par eux. Puis ce sont des maisons que les gens se payent. Ils demandent pas à la société de leur payer. Les gens se payent, mais dans une communauté, une petite communauté de vie. Et là, ils décident de gérer. D'où le pas que nous avons fait, nous, d'aller vers les coopératives d'habitation de propriétaires. Parce que jusqu'à maintenant, on a des coopératives, en tout cas, il y avait jusqu'à maintenant des coopératives d'habitation, mais locatives. Et dernièrement, il y a un programme qui a été mis sur pied qui se rapporte à une coopérative d'habitation de propriétaires. Donc, les gens qui vont habiter là achètent leur propriété. Mais le grand avantage que je trouve dans ça, c'est qu'on voit actuellement le marché, comment il y a des surenchères au niveau des maisons. Alors, dans le programme de coopérative de propriétaires, c'est conçu pour faire en sorte de constituer une banque, je vais appeler ça une banque, là, le terme, de maison, mais qui va demeurer accessible. Parce que les gens qui achètent dans le programme de coopérative de propriétaires, puis le programme a été conçu dans cet esprit-là aussi, c'est que ils ne peuvent pas spéculer sur la maison qu'ils achètent. D'ailleurs, ils achètent l'usufruit parce que c'est comme un condo. Quand vous achetez un condo, vous achetez l'usufruit, vous achetez pas la bâtisse. La bâtisse là, va appartenir à la coopérative. Puis il y a 25% qui va avoir été investi aussi par le fonds de Coop Accès Proprio, ça s'appelle. OK. Et eux, ils investissent 25%, mais ce qui fait que ça va permettre de garder pour tout le temps des maisons accessibles aux gens. Donc, c'est une belle alternative, là, surtout dans un moment où on voit qu'il y a une crise du logement. Également, les prix augmentent assez rapidement. C'est très volatile. C'est très
imprédictible, là. On n'arrive pas à voir un peu où on s'en va. Ça crée des peurs aussi, là. C'est ça, tout à fait. Et moi, je pense que lorsqu'on parle de se mettre en communauté, parce que c'est des petites communautés, le mouvement coopératif répond très bien à cette vision Ouais. du monde. Et le fait que des aînés puissent acheter une maison quand même, parce que c'est accessible là, Ouais. à des gens qui sont à revenus moyens, ça prend pas une grosse fortune là, pour pouvoir acheter ces maisons. Donc, ça aussi, ça fait que, en plus de constituer un endroit de vie fait par et pour les aînés, ben les aînés aussi redonnent à la communauté en se disant, bon, ben moi, là, je spéculerai pas sur ma maison. Puis, quand je vais vendre à 25% moins cher que le prix du marché. Ouais. Parce que je vais l'avoir, moi aussi, payé 25% moins cher que le prix du Ouais. marché. Dans le fond, vous voulez aussi Et là- contribuer à faire en sorte que la société soit laissée, si on peut dire, puis continuer à se passer dans la réduction des inégalités sociales, puis vous voulez vous impliquer aussi. Il n'y a pas juste une Socialement, question. Oui, c'est ça. c'est ça. C'est vraiment s'impliquer pour pas juste dire, OK, regarde encore ces aînés-là, là, ces baby boomers, là, parce que la majorité va être des baby boomers là, dans quelques années. Là. Je fais d'ailleurs partie du début de cette catégorie-là. Moi, je pense qu'on a été choyés, effectivement, dans les années passées. Et je pense qu'il faut redonner au suivant. Mm-hmm. Puis, ça, c'est une façon de redonner au suivant que de se constituer tout en étant bien, parce qu'on a deux objectifs. C'est que l'aîné soit bien, Ouais. qu'il y a quelque chose qui correspond à... C'est besoin. Oui, c'est ça, ses besoins, parce que les maisons sont même conçues de façon à suivre l'évolution du vieillissement, dans le sens que déjà à la conception, les maisons sont construites pour avoir des corridors un peu plus larges au cas où on sera obligé de se déplacer en chaise roulante. Parce que même si on se déplace en chaise roulante, on peut rester autonome en autant qu'on a l'espace, puis que ce soit ça prend adapté. juste un peu d'imagination. Exactement. Et les salles de bain, c'est pareil. Tu sais, par exemple, avoir une douche qu'on appelle des douches italiennes qui est de plein pied, que tu arrives avec ta chaise roulante, tu rentres directement dans la douche, tu prends ta douche. Tu sais, toute la conception de l'habitation est pensée pour convenir pour des personnes vieillissantes. Mais c'est aussi, il faut se rappeler là, qu'il y a aussi une vision très, très, très collective dans votre projet. C'est pas seulement... oui, les maisons sont adaptées, puis c'est pour le vieillissement d'aînés, mais le but, c'est de créer un îlot aussi. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous, cette collectivité-là là, que vous allez créer autour de cet îlot-là? Cette collectivité-là, c'est justement, et c'est comme ça que vont être sélectionnés les gens qui vont faire partie de ces petites communautés, parce qu'on espère que ça va se multiplier, ces petites communautés. Les gens vont être sélectionnés en fonction de vouloir de la coopération, de l'entraide, de cette volonté d'autonomie et de dynamisme, puis de mettre en place aussi des activités qui vont correspondre aux besoins de la communauté, mais aussi de participer à l'extérieur, pas juste parce que les îlots vont être constitués, en ce qui nous concerne, puis c'est la base même du senior co-housing, c'est que tu peux pas être plus... Ça varie entre 15 et 20 maisons là, qui sont mises en place. C'est des petites communautés qui se gèrent bien, puis parce qu'on le sait, le travail d'équipe, c'est pas toujours simple. Puis chez les aînés, avec nos habitudes, c'est pas plus simple. Hein? C'est pas parce qu'on est... Oui, c'est pas plus simple. Oui, aussi, on est dans une société très, très individualiste, là. Fait que de passer tout de suite à une espèce de cohabitation ou d'essayer de garder un milieu de vie, tout le monde ensemble, puis de travailler ensemble, c'est quelque chose qui est pas facile, mais c'est tellement important de le faire parce que de plus en plus, on dirait qu'on oublie qu'on repose tous les uns sur les autres, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et nous, on se disait, beaucoup d'aînés vivent l'isolement, la solitude et tout ça. Bien, dans des groupes comme ça, on s'est dit, bon, la journée où il y en a un qui sort pas de sa maison,
ben c'est pas de se mêler de ses affaires que d'aller cogner à la porte, lui dire « Es-tu bien? As-tu besoin de quelque chose? » C'est juste une préoccupation d'entraide et de soutien à l'autre Puis qui est à côté de nous. la personne peut dire, oui, oui, tout va bien, Exact. je suis juste bien dans mes affaires, il n'y a pas de Tout problème. à fait. Puis là, tu retournes toi, mais tout le monde est rassuré parce que la personne va bien, tu sais. Donc, on veille les uns sur les Oui, autres. exactement. En plus de ça, ça permet aussi vous me disiez en fait que vous vouliez vous impliquer dans votre milieu de vie aussi avec votre communauté, parce qu'on se rappelle que les aînés, c'est quand même les personnes qui font le plus de bénévolat. La majorité des bénévoles, c'est des aînés, c'est des gens qui s'impliquent énormément. Donc, il y a aussi cette pensée-là de vouloir s'impliquer puis redonner. Tout à fait, absolument. Ça, c'est un grand point dans nos petites résidences, là, nos petites communautés. J'appelle pas ça des résidences parce que c'est vraiment un environnement conçu par et pour les aînés. Puis, il y a cette volonté aussi de dire, bien sûr que dans l'îlot d'habitation, ça va être seulement que des aînés. Mais ces aînés-là sont implantés dans une communauté à laquelle ils veulent continuer à participer. Mais je pense qu'il y a une question que plusieurs se poseraient, donc je vais vous la poser. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressé à faire une commune intergénérationnelle, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on choisit de conserver ce milieu-là pour les aînés? À cause justement de cette préoccupation des besoins spécifiques aux aînés. Oui. À cause, par exemple, des maisons qui vont être conçues spécifiquement pour les besoins des personnes vieillissantes. Puis les services qui vont être pensés, par exemple, nous, on veut, en tout cas dans la première communauté qu'on va implanter, là, et les autres pourront construire ça à leur image aussi, parce que chacun des petits îlots va être à l'image du groupe qui va le prendre en charge, bien entendu. Mais nous, c'est ça, on s'est dit, on va prendre des ententes, par exemple, avec le CLSC. Pour dire, bon, ben écoutez, nous, si on a besoin que vous nous rendiez tel service, est-ce que vous pouvez venir, est-ce que vous pouvez vous déplacer, est-ce que vous pourriez venir faire telle action? Là, je sais pas, moi, envoyer quelqu'un pour nous donner des injections, par exemple, à 4-5 de nos aînés qui en auraient besoin. Des services de santé, mais ça peut être aussi des services à domicile. Parce oui, que, c'est ça, exact, en fait, les soins à domicile. Là, oui. Je parlais avec une préposée aux bénéficiaires à domicile qui m'expliquait aussi que finalement, cette logique-là de coopérative pour aînés puis d'habitation commune pour aînés permettrait également, en ce moment, il y a une grande demande énorme autour des soins à domicile. Exact. Puis de se mettre ensemble puis de s'assurer de veiller les uns sur les autres, ça pourrait aussi permettre finalement de réduire les listes d'attente parce que les gens pourraient veiller les uns sur les autres. Puis en plus que ça aiderait le côté psychologique aussi, absolument. Ça permettrait de réduire les files d'attente puis de prendre davantage soin de nos aînés. Tout à fait, absolument. Puis c'est dans ça, quand on réfléchissait, c'est ce qu'on se disait, dans le fond, on serait un atout pour la société. Oui. Parce que on reste autonome. Donc, on ne demande pas à la société de nous prendre en charge, de nous donner X, Y, Z. C'est qu'on est capable de fonctionner. Et en plus de ça, comme vous disiez tout à l'heure, bien, on peut faire du bénévolat dans notre communauté aussi. Ouais. Et chez ces aînés-là, il y a tout un trésor de connaissances, de compétences qu'on laisse aller comme ça parce qu'on se préoccupe plus de, par exemple, dans nos, bon, si je regarde dans les RPA, il n'y a pas ce concept-là d'aller vers la communauté en général, disons. J'ai pas vu vraiment ce type de concept-là. Mais c'est aussi qu'on isole les aînés dans les RPA également, là. Donc, il y a un concept aussi qui vise pas nécessairement à inclure les aînés dans leur collectivité. Puis, je pense que c'est aussi ce principe intergénérationnel-là qui dit, OK, on a des gens de toutes sortes d'âges qui ont des compétences différentes. Les choses changent, les jeunes peuvent apporter des choses nouvelles, mais également les aînés peuvent apporter des connaissances puis une expérience extérieure, tu sais, parce qu'il y a un nouveau concept qu'on appelle l'agisme. Oui. Qui est de plus en plus, on en entend de plus en plus parler parce que c'est vrai qu'on laisse beaucoup les aînés de côté puis on a tendance aussi à les
les infantiliser, Exact. puis à aussi les laisser de côté parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin d'eux. Finalement, c'est aussi eux qui ont créé le monde dont on fait partie aujourd'hui. Donc, c'est important aussi de s'assurer de toujours communiquer entre nous parce que c'est en travaillant tout le monde ensemble qu'on va y arriver. Tout à fait. Et tout à l'heure, on parlait de multigénérationnel là, en termes de regroupement. Moi, je pense que dans un concept comme le nôtre, le multigénérationnel va être perçu de façon plus large. C'est-à-dire que cette petite communauté qui s'implique dans la grande communauté, on en a là, du multigénérationnel là, quand on regarde de cette façon-là. Ouais. Donc, pour pas limiter ça à une habitation, ben on le fait à l'intérieur de la communauté, de notre ville, de notre milieu de vie. Oui, oui, c'est ça, effectivement, de notre milieu de vie. Donc, on le fait, le multigénérationnel, parce que, entre autres, on en a parlé ensemble, là, le groupe, puis on se disait, ben pourquoi, par exemple, de temps à autre, il y aurait pas... Il y en a parmi nous qui avons fait des professions, qui avons pratiqué différentes activités professionnelles. Ben, ça serait peut-être, on pourrait peut-être offrir ça. Par exemple, aller dans une école pour parler de notre profession, de ce qu'on a fait comme métier, de ce qu'on a fait. Même des ateliers. Oui, c'est ça. Tu sais, puis des adultes comme nous, des aînés comme nous, pouvons facilement faire ces choses-là. Donc, on va essayer de rapporter un peu tout ce qu'on vient de parler autour des villes. Donc là, je voulais savoir, vous, c'est quand même un projet qui se développe dans une communauté, donc dans une ville, dans un endroit. Comment est-ce que vous êtes pris, là, votre projet est encore en développement? J'aimerais savoir, c'est quoi vos démarches avec les villes? Qu'est-ce qui se passe un peu? Vous en êtes rendu où, là? OK. Bien entendu, pour pouvoir implanter un projet comme ça, il faut trouver un terrain. Oui. Donc, il faut acheter un terrain. Et il faut d'abord le trouver. Donc, notre premier réflexe a été de se dire, bien, une fois que notre projet a été bien structuré, bien développé, parce que ça a pris quand même un certain temps pour se dire, bon, ben, OK, on s'en va dans telle direction, on prend telle orientation, on veut tel type de maison, ça va nous prendre telle superficie de terrain aussi, parce qu'il faut tout penser ces choses-là. Et là, on se dit, dans quelle région on veut s'implanter? Par où on veut commencer? Alors, comme le groupe était tous du monde de la Rive-Sud, on s'est dit, d'accord, on choisit la Montérégie. On s'implante en Montérégie, mais beaucoup plus Rive-Sud de Montréal que, par exemple, parce que Vaudreuil-Dorion fait partie de la Montérégie, mais là, tu es loin de la Rive-Sud de Montréal. Tu sais, tu es plus vers le nord et tout ça. Mais nous, on s'est dit, OK, on regarde, on voudrait s'implanter. Si on se donne un périmètre, c'est sur le bord du fleuve. Quand on part du bord du fleuve, on s'est dit, on voudrait être entre Varennes d'un côté et la prairie de l'autre. OK. Et encore en partant du bord du fleuve, en s'en allant vers le Richelieu, bien là, on se disait entre toutes les villes sur le bord du fleuve jusqu'à Chambly, McMasterville, ces places-là qui sont plus Mont-Saint-Hilaire, là, c'était le territoire, si tu veux, qu'on avait choisi. Quand même en milieu urbain, là. Donc, on reste... Si tu regardes... Initialement, oui, on avait pensé à milieu urbain parce que, effectivement, les villes comme Longueuil, Saint-Lambert, Boucherville, c'est très urbain là, comme milieu. Plus tu t'éloignes, quand même, la prairie, c'est quand même urbain, mais tu as de plus en plus d'agriculture. McMasterville, c'est pareil, tu as plus de... Mais c'est quand même des milieux qu'on peut dire urbains. C'est pas encore la campagne, mais comme on était tous des gens qui avaient l'habitude de vivre dans cette...
Avec des ce services à territoire. proximité aussi, avec Oui. certains services qui sont à faire, certaines habitudes aussi qu'on prend à avoir, Exact. des petits transports, autre chose aussi. Il y a plein de choses qui peuvent servir, là. C'est ça, c'est qu'on voulait quand même pas se déraciner là, Ouais. comme personne aînée, là. On s'est dit, bon, on sera prêt à s'éloigner un peu, mais quand même rester en terrain connu. Ouais. C'est ce qui est plus agréable là, pour nous. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a eu rédigé notre projet, parce qu'on a fait un document de présentation de notre projet, là, on a communiqué avec l'ensemble des villes sur le territoire qu'on avait retenu. OK. Donc, on a pris notre projet et on a fait nos premiers contacts ont été par téléphone. OK. Puis disons que par téléphone, ça n'a pas très bien marché. Puis il faut dire aussi qu'on était en temps de pandémie. Hein. C'est en temps de pandémie, tu avais même je me souviens, on appelait dans certaines villes où l'hôtel de ville était fermé. Tu sais, tu n'avais pas de service sur place. Donc, quand on a fait un premier essai de contacter les villes par téléphone, ça n'a pas très bien fonctionné, je dois dire. Après ça, on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre document de présentation. On va en faire on a fait un document synthèse, puis on a gardé quand même notre document plus détaillé. Et on a envoyé les 2 documents dans toutes les mairies Le territoire que le vous nous territoire. avez donné, là. C'est Donc, ça qu'on vous a donné. c'est très ambitieux, là. Oui, c'est ça, à toutes les mairies, puis ça s'adressait aux maires et aux conseillers des villes, plus la direction de l'urbanisme, parce qu'on sait que la direction de l'urbanisme va toujours être impliquée quand Absolument. il s'agit de terrain. Alors, on a envoyé ça à tout le monde. Il y a très peu de villes qui nous ont contactés là, après coup, mais je dois dire que on avait toujours comme un retour, je sais pas si c'était automatisé ou quoi que ce soit, mais qui semblait être assez standard. Là. Nous accusons réception de votre document, bon, voilà. On a très peu de villes qui ont pris la peine de prendre contact avec nous, mais il y en a. Mais c'est pas les plus grandes villes qui ont pris contact avec nous. C'est les plus petites villes là, qui faisaient partie de notre territoire qui ont vraiment pris contact avec nous. Et là, je dois dire qu'on a eu, sur l'ensemble des villes contactées, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 villes qui nous ont vraiment... Il y en a 2 avec qui on a vraiment travaillé, qui ont vraiment cherché avec nous, avec la direction de l'urbanisme de leur ville pour trouver un terrain. Mais ça n'a pas encore abouti, même ces démarches-là. Parce que dans les villes, d'abord, les villes n'ont pas de terrain qui leur appartiennent, pour la majorité. Oui. Et nous, c'est ça qu'on leur disait, écoutez, on veut pas que vous nous donniez des terrains, là. On veut les acheter. Mais est-ce que vous pouvez nous aider à identifier des endroits où notre projet pourrait s'implanter? On leur demandait même de nous identifier des promoteurs. Parce que dans les villes, tu as des promoteurs qui sont beaucoup plus rapides que nous à détecter les terrains, puis ils achètent rapidement les terrains, puis là, toi, quand tu arrives pour acheter, tu n'en as plus de terrain. C'est des promoteurs qui développent un ensemble de maisons. Oui, promoteur immobilier. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on leur demandait aussi de nous... si eux n'avaient pas de terrain, est-ce qu'ils pouvaient nous mettre en contact, nous donner le nom de promoteurs sur leur territoire qui auraient des terrains avec qui on pourrait discuter. Oui. Ça s'est fait, mais pas beaucoup. Les gens étaient
plus ou moins intéressés de nous donner des noms de promoteurs. Dans les plus petites villes, oui, ça nous est arrivé. Mais dans les grandes villes, il n'y a personne qui nous a ah non, écoutez, on peut pas vous donner des noms de promoteurs. De toute façon, vous pouvez en trouver là, quand vous regardez. Là. Bref. Puis, est-ce que vous savez pourquoi? C'est dans les villes, il y a autant un espèce de refus là, de prendre en considération ces projets-là ou une abstention là, face à ces projets-là? Est-ce que c'est face à ces projets-là ou si c'est parce que la ville n'a pas vraiment pas de terrain qui lui appartient, puis ils n'ont pas de temps à perdre avec nous, je sais pas. Là, tu sais, est-ce que on n'a pas vraiment analysé là, de ce côté-là? Mais vous m'aviez dit que on favorisait tout de même les terrains qui restaient étaient pour des habitations à haute densité. À haute densité, oui. Telles que les RPA, on s'entend? Oui, oui, donc, absolument. Telles que les RPA. Absolument. Ça, effectivement, la majorité des villes, quand ils ont répondu, c'était les grosses villes surtout, là. Oui. C'était « Ah non, c'est de la haute densité. Non, non, vous pouvez pas. » Parce que nous, quand même, quand on a vu que c'était comme ça, on s'est mis à chercher des terrains. On s'est promené dans les villes. Ouais. On prenait nos autos, on partait, puis on se promenait dans les villes qu'on voulait. Puis on regardait, ah tiens, il y a un terrain là, il y a un terrain là. OK, on va s'informer à qui appartient le terrain. On s'informait à qui appartenait le terrain. Et même, il y a des terrains qui appartenaient aux villes. Alors là, on les appelait, on leur disait... Oui, mais vous avez un terrain à tel endroit. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui c'est ce terrain-là? Est-ce que c'est bien à vous? On nous a dit que c'était à vous le terrain, parce que nous, on faisait des recherches aussi au niveau de du registre là, à Québec. Là. Oui. On allait sur ça, puis on regardait à qui appartenait le terrain, parce qu'on peut les avoir par les adresses, les cadastres et tout ça. Absolument. Donc, on a quelqu'un qui est urbaniste qui habite pas ici. Ben, quelqu'un, c'est mon fils qui est urbaniste, qui habite en Alberta. Puis là, je l'appelais, je lui disais, va voir dans la banque quel est le terrain, est-ce que tu peux me dire à qui il appartient, puis tout ça. Puis là, on appelait la ville, puis on disait, bon, ce terrain-là, il semblerait que c'est à vous. Est-ce que... Ah oui, mais ça, c'est dans notre plan d'urbanisme, non, on peut pas vous le vendre ou quoi que ce soit parce que c'est de la haute densité. C'est de la haute densité, partout, c'est de la haute densité. Mm-hmm. Donc... là, juste pour mettre en contexte, là, la haute densité, en fait, les municipalités, là, on se rappelle que ça fonctionne avec les taxes foncières, donc les taxes de l'immobilier que les propriétaires payent. Puis finalement, plus c'est dense, donc plus il y a mettons, de condos dans un édifice, plus c'est dense en hauteur aussi, plus la ville fait d'argent. Bien sûr, bien sûr. sûr. Donc, il y a aussi un contexte comme ça de se dire, on veut avoir accès à des services dans une ville, les services viennent par cette taxe foncière-là qu'on paye tous et toutes. Comment est-ce qu'on sort de cette roue-là pour avoir accès à des logements abordables qui sont sous forme de coopératives? Il y a une logique quand même qui est difficile de prendre un pas de recul. J'ai un peu lu aussi sur cette question de haute densité. Je me suis dit, bon, ils me disent tous, oui, bon, ben, c'est planifié pour de la haute densité. Et j'ai vu un article d'un urbaniste de Québec qui a écrit dans une revue, je me souviens plus laquelle, là, il faudrait que je retourne dans mes archives, qui lui disait que très souvent, la perception de la haute densité était un peu faussée parce que de la haute densité en urbanisme, c'est une mesure de développement du territoire. OK? Donc, on dit, sur cette superficie-là, nous, on privilégie développer, je sais pas moi, 30 unités à l'hectare. C'est toujours à partir d'une mesure précise. OK. Donc, ça veut pas dire nécessairement en hauteur. C'est que tu as 1 hectare, puis sur cet hectare-là, tu peux avoir 30 duplex ou 30 qui va te donner la densité voulue. Mais dans la perception des gens, c'est ce que l'urbanisme explique. Oui.
Mais souvent, c'est parce que la densité, en fait, plus on va haut, plus on peut mettre de personnes dans un même endroit. Bien sûr, ça c'est sûr. Mais on peut répondre à parce que la densité aussi te permet, comme vous disiez si bien, dans la perception de tes taxes, d'avoir plus de revenus pour la municipalité. Mais puis d'offrir donc des services. Oui, au niveau du transport, au niveau de différentes de parcs, d'équipements récréatifs et tout ça. Mais cette densité-là peut s'obtenir aussi, non pas seulement qu'en construisant en hauteur. Mm-hmm. C'est qu'on peut avoir des quartiers qui fonctionnent très bien, puis qui ont une bonne densité, puis que les revenus, c'est sûr que si tu mets sur... Mais on n'aurait pas le droit de toute façon, parce que la densité, même si tu parles de haute densité, tu peux pas sur un hectare mettre plus de maisons que ce qui est prévu dans la planification, là. Ouais. Donc, il faut aussi avoir cette vision des choses. C'est que la densité ne s'obtient pas uniquement par des édifices en hauteur. Et les services que tu vas mettre en place vont répondre à un certain nombre d'individus ou d'unités à l'hectare. Ouais. C'est de cette façon-là que ça se calcule. Et lorsqu'on respecte cette quantité à l'hectare, que ce soit des duplex, des unifamiliales ou des condos à édifices avec beaucoup d'étages, ouais. Ben, tu l'as quand même. Et moi, je pense, en tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite suite à la lecture de cet article-là. Je me disais, et moi-même, avant de lire ça, quand je pensais haute densité, je pensais condo à étages et grosses bâtisses et tout ça. Je pensais pas différemment. Et je me disais, est-ce que nos gens qui prennent les décisions dans nos villes et quand on parle de haute densité, que ce soit les CCU, vous savez, les comités consultatifs en urbanisme ou, lorsqu'on parle de haute densité, est-ce que ces gens-là savent que la haute densité peut s'obtenir avec autre chose que des édifices à étages? Oui. Est-ce que ce ne serait pas pensable qu'effectivement, sur un territoire, on diversifie les constructions? Il pourrait y avoir des édifices à étages à côté d'autres édifices un peu moins hauts, puis d'autres qui soient des unifamiliales, par exemple. La diversité dans un même secteur, on pourrait avoir ça. On n'est pas obligé d'avoir, je pense à Griffintown, là, maintenant ici à Montréal, on n'est pas obligé d'avoir juste des condos là, à côté d'un canal ou des choses comme ça. On pourrait diversifier, là, de mettre différents modèles de maisons, finalement. Oui, c'est juste que c'est les modèles en ce moment, c'est les modèles qui sont plus à l'avantage des promoteurs immobiliers et des villes, finalement. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais en ça, on oublie, je pense, complètement toute cette vie sociale. Parce que dans des édifices à étages comme ça, il n'y en a pas de vie sociale. C'est vraiment de l'individualisme. Puis les gens ne forment pas cette communauté qu'on retrouve, par exemple, dans nos quartiers un peu plus vieux ou dans des quartiers de maisons unifamiliales ou même de duplex. Ça peut être des duplex, ça peut être des maisons de ville où tu as plus de proximité des gens, se parlent plus, font plus d'activités. Donc, moi, je pense que tout comme pour les personnes âgées, on oublie l'aspect très souvent lorsqu'on pense personnes âgées, on oublie l'aspect psychosocial, comme je parlais l'autre fois. C'est la même chose en urbanisme. Je pense qu'on oublie tout cet aspect de communauté qui est plus là, puis on s'en va, surtout dans les grandes villes. D'ailleurs, c'est ça pourquoi on ne voit pas en région on parlait de RPA tout à l'heure, les gens, par exemple, je parlais avec une personne de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui est une région agricole plus qu'urbaine, et puis qui est intéressée à notre projet justement à cause de cette communauté qu'on veut former.
Et il me disait, vous savez, nos gens, nous, là, quand ils vieillissent, ils veulent pas partir de leur petite ville de Saint-Antoine sur Ouais. Richelieu. Mais ici, il n'y en a pas de RPA. Mhm. Si tu veux avoir Puis il n'y a un pas RPA, d'alternative à des RPA non plus. c'est ça, exactement. Donc, c'est ça pourquoi il disait, ah, tiens, je trouve ça intéressant ce que vous proposez parce qu'on pourrait l'implanter chez nous, puis faire en sorte que nos personnes qui vieillissent pourraient continuer à vivre dans leur milieu. Absolument. Donc, moi, je pense que à Montréal, tout comme sur la Rive-Sud, parce que si on regarde, j'ai regardé au niveau de la population, Montréal et la Montérégie, au Québec, c'est les deux endroits où la population, où il y a le plus de personnes âgées. OK. C'est Montréal et Montérégie. OK. À Montréal, je pense qu'on est proche de 500 quelques mille. Et en Montérégie, on est à 400 quelques mille. C'est très près. OK. Et c'est les deux régions du Québec où il y a plus de personnes âgées. Et pourtant, c'est sûr qu'il y a une concentration de RPA et de choses comme ça. Mais on se rend compte que c'est pas ça qui aide les personnes âgées actuellement. Non. Avec ce qui s'est passé, ça nous a fait prendre conscience que c'est pas le type de résidence qu'on devrait avoir. Oui, pour certaines catégories, comme les personnes qui sont pas autonomes, moi je dis, on va toujours avoir besoin de CHSLD à la condition qu'ils soient bien gérés, par exemple, qu'on ne retrouve pas avec les mêmes problèmes, mais on va toujours en avoir besoin parce que il y en a des personnes qui sont pas autonomes, qui ont besoin de soins plus prolongés et tout ça. Donc, ça va toujours exister. Mais dans des pays comme le Danemark, par exemple, où je vous disais qu'on avait co-housing. Le co-housing, ben on n'a presque plus de résidences comme ça au Danemark depuis qu'ils ont implanté. Puis ça fait depuis les années 60. Et il y a une diminution énorme. En France, c'est pareil, il y a une grande diminution de toutes ces résidences-là plus grandes comme on a ici parce qu'ils ont ce type de co-housing, ils ont implanté ça dans leur milieu. Puis, comme on l'a dit tantôt, ça permet de garder une certaine roue de vie, puis finalement de prévenir cette espèce de prise en charge-là par l'État qui est faite lorsqu'on place nos aînés dans des institutions. Absolument. Et en bout de ligne, c'est que ça fait de l'économie aussi pour nos gouvernements. Puis tout le monde est gagnant parce que les aînés s'impliquent aussi dans leur milieu, finalement. Exactement, exactement. C'est une formule gagnante. Comme je vous dis, moi, je suis vendue à cette formule-là. Je trouve ça extraordinaire. Oui. C'est probablement pas fait pour tout le monde non plus, mais il y a une grande majorité. Moi, je sais que maintenant, quand on fait des présentations sur notre coopérative d'habitation de propriétaires, les gens, on a un site web, puis les gens nous écrivent, puis nous demandent, bon, pouvez-vous nous dire où est-ce que vous allez dans quelle ville, est-ce qu'on peut aller voir? C'est dommage parce qu'actuellement, on peut pas encore présenter de ville parce qu'il n'y a pas une ville où on a trouvé un terrain encore. Là, on a 2 endroits actuellement qui pourraient être possibles. On espère bien avoir une réponse positive à la mi-juin, mais on va voir, là. Mais c'est pas facile. Puis moi, je pense que les villes, pour en revenir à la situation des villes, je pense qu'il y aurait intérêt aux villes de se pencher sur le fait de diversifier leur plan d'urbanisme. Oui. Puis leur type d'habitation aussi. Exactement, exactement, tout à fait. De diversifier ça, de voir... c'est sûr que si on regarde Montréal, il y a beaucoup de problématiques là, de logement abordable, c'est certain. Mais je pense que tout en s'occupant se préoccupant des logements abordables pour les familles et autres membres de la population, il ne faut pas négliger non plus les personnes âgées. Absolument. Moi, je pense qu'il faut porter un regard sur l'ensemble et la diversité des gens qu'on a. Un regard intergénérationnel. Là, oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et ça manque à mon point de vue. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes liées à des villes. Puis, comme je vous dis, on a contacté beaucoup de villes.
Et les gens, pour eux autres, on dirait que c'est un fait. Ah non, là, c'est planifié pour de la haute densité, puis on dirait qu'une fois qu'une planification est faite, tu peux plus rien voir d'autre. Donc, pour vous, en fait, les villes contribuent à un milieu de vie agréable pour tous et toutes, dans une vision intergénérationnelle aussi. Puis, votre type d'habitation peut être une alternative sans enlever non plus les espèces de modèles curatifs qu'on a, parce que pour certaines personnes, c'est nécessaire, mais vous cherchez seulement à proposer une alternative aux personnes qui souhaitent rester actives, puis agir aussi comme prévention, puis pouvoir laisser aussi aux générations futures un mode d'habitation agréable pour continuer à rester actifs et justement vivre en communauté puis continuer à s'impliquer dans nos milieux de vie. Exactement, vous avez très bien synthétisé là, notre vision des choses. Effectivement, pour nous, c'est d'être en mesure de s'implanter dans une communauté, de faire des choses et de laisser au suivant ce que nous, on a reçu en surcroît, je pense, parce que, comme je disais tout à l'heure, les baby boomers, on a été à quelque part... moi, je trouve qu'on a été choyés. Absolument. Et puis, je pense que on est en mesure de redonner à notre société ce que nous autres, on a reçu. Moi, quand je pense à ma vie, à tout ce qui s'est passé, quand j'étais jeune adulte et tout ça, comment on a eu tout était possible. Et je pense qu'encore aujourd'hui, pour nous, tout est possible, puis qu'on est capable, dans ce possible-là, de se prendre en main comme personne, comme aîné, pour être en mesure de laisser à nos enfants, puis à nos petits-enfants, puis à nos arrière-petits-enfants, un milieu de vie qui soit agréable pour eux, puis auquel ils pourront avoir accès. Donc, je pense que c'est à nous à réfléchir à ce mode de vie, puis c'est cette action, en tout cas, qu'on a mis sur pied, que j'ai démarré il y a 1 an maintenant, parce que c'est au mois de mai l'an dernier que j'ai commencé à réunir les amis, tout ça, puis les amis des amis, et on s'est mis à réfléchir sur ce que devrait être un vrai milieu de vie pour des personnes âgées. Puis les gens sont impliqués. D'ailleurs, Charlotte, avec qui j'ai discuté, est très, très, très impliquée. C'est quelque chose qui est passionnant pour eux aussi, puis quelque chose qui donne une motivation, en fait. Là. Tout à fait. Et c'est vraiment devenu un projet, non pas juste un projet d'habitation, mais un projet de société, dans ce sens que j'ai même des gens qui se sont impliqués, qui, eux, demain matin, là, viendront pas vivre dans la coopérative parce qu'ils ont encore leur maison, ils ont encore des enfants à la maison, mais ce sont des personnes vieillissantes qui se sont intéressées au projet. Ouais. Donc, on n'est pas obligé, pour pouvoir s'intéresser puis développer ce type de projet, on n'est pas obligé de se dire demain, moi, je suis pas prête, là, pas tout de suite, j'ai encore ma maison ou j'ai encore X, Y, Z à faire. On peut très bien être des individus parce qu'on sait qu'à partir de 50 ans, on commence à parler de personnes qui vieillissent. Donc, moi, je pense que même les gens, puis en tout cas, ça serait extraordinaire s'il y avait des jeunes de 50 ans et plus qui s'intéressaient à un projet comme ça, puis qui voulaient s'impliquer dans le développement de ces projets-là dans leur milieu, parce que c'est pas essentiel que tu y vives demain matin. Mais vous êtes bien partis, là. On a 20 ans, nous autres, puis là, oui, c'est bon. On a presque envie de s'impliquer. C'est bon. Non, mais ça prend des gens qui ont pas nécessairement des jeunes de 20 ans qui auraient le goût de s'impliquer. Nous autres, on les prend tout de suite avec nous, puis on les amène, puis on travaille avec eux, c'est sûr. Mais effectivement, c'est ça que dans ces projets-là, puisque c'est pas juste un projet d'habitation, mais qui est vraiment un projet social à quelque part, ben il faut qu'il y ait d'autres gens que juste les aînés qui s'impliquent. Puis il faut qu'il y ait des décisions qui se prennent, puis qu'on soit prêt
à promouvoir ce type de projet-là auprès de différentes personnes, différents milieux. Puis moi, je pense que les villes doivent être nos premiers intervenants. Nos premiers soutiens, c'est dans nos villes. C'est auprès de nos personnes, nos preneurs de décision dans les villes, ceux qui se penchent sur, que ce soit les maires, les conseillers ou même les directions. Quand je parlais de la direction de l'urbanisme avec son comité consultatif en urbanisme, moi, je pense que dans ces comités-là, il devrait y avoir des gens qui ont cette pensée vers la diversification des milieux de vie ou des habitations pour les aînés, pour répondre aux différentes catégories de gens. Je parle des aînés parce que notre projet s'adresse aux aînés, mais ça doit se faire. Il y en a, il y a plusieurs types. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est important que ce questionnement-là ne demeure pas juste parce qu'on vient d'avoir une pandémie, puis que... Il faut innover. Oui, absolument. Il faut aller vers d'autres alternatives, puis proposer des choses, puis que ce soit adapté, que ce soit fait. Moi, j'ai toujours dit, il faut que ces projets-là, chacun des îlots de hameaux des aînés, ça prenne la couleur du groupe qui va le mettre en place. Parce que c'est d'abord un milieu de vie, donc on réfléchit à ce qu'on veut et comment on le veut, et après, on implante un milieu on implante ça. Ça part d'abord, non pas de « oh, je vais avoir tel type de maison », ça part pas de là. Ça part, quel est le milieu, comment je décrirais le milieu de vie dans lequel je veux vivre. Oui, exactement. Et à partir de ça, là, on définit les autres aspects de ce projet-là. Mais c'est d'abord, c'est ça, c'est une volonté de vivre ensemble. Oui, absolument. C'est un très, très beau projet. D'ailleurs, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est sûr que j'en comprends que s'il y a des personnes qui se sentent interpellées par ce projet-là ou qui ça les intéresse d'une manière ou d'une autre, qui peuvent vous contacter. Absolument. Vous êtes très ouverte. C'est quelque chose que vous aimeriez partager, je pense. Donc, merci beaucoup, Éliane, d'avoir été avec nous. Puis, à bientôt, j'espère. Bien, j'espère aussi et merci infiniment pour cette belle rencontre.